Mes chers camarades, bien le bonjour. Et bonjour à tous, comme vous l'avez vu aujourd'hui, on n'est pas chez moi, on est chez Benjamin de la chaîne Nota Bene pour les quelques rares spectateurs qui ne connaîtraient pas sa chaîne encore. Alors, merci Benjamin de m'accueillir chez toi. Bah écoute, avec grand plaisir. Alors ça me fait bizarre de me dire que tu es mon premier invité pour ce nouveau format interview, alors que c'est toi qui m'invites chez toi finalement. Mais bon, j'avais promis des nouveaux formats pour cette fin d'année. Alors aujourd'hui, on va parler un peu forcément d'histoire, mais d'histoire d'automobile, d'aviation, et surtout savoir quel est ton rapport avec ces deux domaines. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est pas par hasard, c'est que, bon, déjà, on est voisins. Oui, bah oui, c'est parce qu'on est un peu chauvin aussi, donc Voilà, c'est voilà. ça, les bons tourangeaux qui se retrouvent. Et puis, surtout, tu as une histoire personnelle avec l'aviation, déjà. J'ai une histoire personnelle avec l'aviation, alors non pas que je conduis des avions, j'aimerais bien, un jour peut-être, mais ma Faut s'y femme m'a mettre. dit, ouais, c'est bon, chaque chose dans son temps. Non, mais alors j'ai une relation à l'aviation et parce que j'ai une bonne partie de ma famille en fait qui a travaillé dans l'aviation et notamment à travers une compagnie qui est Air France D'accord. puisque ça fait enfin moi j'ai passé mon enfance à gambader dans des bureaux ou des locaux techniques d'Air France. Ma mère travaillait à Air France, mon père travaillait à Air France. Mon grand-père travaillait à Air France, mon oncle, ma tante, tous à des postes différents. Mais, enfin, ma mère, par exemple, a fait toute sa carrière à Air France. Donc, tu as été vraiment baigné dans le milieu aéronautique, on va dire. Ah, j'ai baigné dedans, ouais, ouais, à tous les échelons, puisque, en fait, mon grand-père, pour commencer, lui, était représentant des personnels à Air France, donc il était plutôt très bien placé, et il a passé sa vie à défendre les salariés auprès de la direction. Et mon père, lui, il a fait à peu près tous les métiers possibles. D'accord. Il a été dans des ateliers de mécanique, il a récuré des réservoirs à la brosse à dents, et il a fini sa carrière en vendant des billets tu vois, au téléphone, quoi. D'accord, ok. Ma mère a été secrétaire, donc c'est encore de direction, donc encore un autre poste. Mon oncle et ma tante, ils étaient stewards. J'ai eu un bon aperçu de De l'ensemble. l'ensemble des métiers Ouais, qu'on pouvait trouver dans ce milieu-là. voilà, c'est ça. Et malgré tout, ça t'a pas incité à... T'as jamais eu l'envie d'intégrer l'entreprise, Si, l'aviation, le milieu, ouais. si, quand j'étais en fin d'adolescence, début adulte, j'ai eu à un moment donné la sensation, enfin l'envie d'aller voyager. En fait, je voyais mon oncle qui était steward et qui me disait, ah, quand t'es jeune, c'est super d'être steward parce que bon, oui, voilà, t'es là, ça peut être un peu crevant, tu t'occupes des gens, bon, tu nettoies les chiottes, c'est comme ça, mais tu voyages, quoi. Lui, il était sur du long courrier. Et il me disait, bon, bah, tu voyages, tu fais des escales, Engagez-vous, vous trois verrez quatre du jours, pays. voilà, exactement, c'était un peu ça. Et donc, c'est vrai que ça m'avait donné envie, donc j'ai failli postuler pour un poste de steward ouais, D'accord, ok. chez Air France. Et finalement, tu t'es orienté vers l'audiovisuel, en fait. Ouais. Bah, en fait, c'est la vie, les rencontres, tout ça qui fait Ouais. que moi, j'ai rencontré un réalisateur qui m'a fait rentrer dans l'audiovisuel. Je suis passionné de cinéma depuis que je suis tout petit, et donc, quand j'ai commencé à tenir une caméra, c'est comme ça que D'accord. je suis parti là-dedans. Mais c'est vrai qu'une bonne partie de mon enfance, voilà, ma mère m'emmenait dans les locaux administratifs Air France quand elle pouvait pas me faire garder, donc j'ai des souvenirs, 5-6 ans, d'être dans ces bureaux d'Air France, et puis en parallèle, mon père, pareil, quoi, de pouvoir, c'était l'époque où vraiment tu pouvais emmener tes gosses au travail, Ouais, ça c'est voilà, encore... et ils s'en foutaient, peut-être ça se fait encore un petit peu, mais moins. beaucoup moins, ouais. Voilà, et donc pareil, d'être dans des ateliers de mécano avec les pièces, tout ça. J'ai le souvenir de trucs qui se fait absolument pas, forcément quand tu bosses pour la compagnie, t'es un peu privilégié à bord des avions, parce que bah, là, tu fais partie de l'équipe et tout. Donc on allait régulièrement en Martinique quand j'étais gamin, parce qu'on avait de la famille là-bas. Et d'atterrir à Fort-de-France. Et en fait, avant l'atterrissage, les membres d'équipage me disent, est-ce que tu veux venir dans la cabine À une époque où ça pouvait se faire encore. Voilà. J'ai eu la chance de le faire des fois, mais Et donc, tu vois, d'aller dans la cabine comme ça, de voir le commandant de bord, de voir tout le cockpit, quand t'es gamin, ça impressionne. c'est génial. Ça Ouais. impressionne. Et déjà, tu t'intéressais à l'histoire de l'aviation déjà? T'avais déjà ce côté historique, on va dire, ou ça t'est venu plus tard? Non, j'avais pas le côté historique, moi j'étais plutôt le côté technique, Technique? tu vois, c'est ça qui me... Parce que forcément, quand t'es gamin et que tu vois un avion comme ça décoller, tu te dis, mais comment est-ce que c'est possible que ça Que décolle, tu ça vois? décolle, hein. Et puis, je voyais tellement de variétés d'avions passer, parce que, tu vois, j'ai un souvenir d'avoir pris un avion quand j'étais gosse, j'avais peut-être 9 ans, un truc comme ça. À l'époque, il y avait une compagnie qui s'appelait la TAT, la TAT. Ouais. Qui était à Tours d'ailleurs. Voilà. Et il y avait des liaisons, je crois que c'était Paris-Royan,
Et mes parents m'avaient envoyé chez des amis à eux pendant une semaine parce qu'ils voulaient profiter, se débarrasser des gosses, quoi. Et ils m'avaient foutu dans un avion de la TAD, justement. Et c'était la première fois de ma vie que je prenais un avion à À hélice. hélice. Et j'aurais tout. Enfin, tu vois, ce bruit incroyable pendant une heure où je suis sorti, j'étais à moitié sourd. Je me suis dit, waouh, c'était quoi ce truc? Et de se dire, mais alors, ouais, avec les hélices comme ça, c'est pas pareil que les réacteurs des avions que j'ai déjà pris, tu vois. Donc j'avais ce côté technique où je me posais pas mal de questions, en fait, autour de ça, quoi. D'accord, ouais, donc ouais, ce côté technique là, mais ouais, le côté historique, en fait, c'est venu plus après avec ta chaîne, peut-être. Ouais, ouais, ouais. Moi, Tu t'es engouffré dedans, j'ai j'étais l'impression. J'étais pas un passionné d'histoire depuis gamin, c'est-à-dire que j'aimais bien l'histoire. Moi, au collège, j'adorais ça. Enfin voilà, c'était chouette, mais c'était pas une passion dévorante, quoi. J'avais acheté quelques biographies de personnages célèbres quand j'étais au lycée, Histoire 2. Mais bon, rien de bien probant. Et en fait, c'est le jeu vidéo et le cinéma qui m'ont emmené à l'histoire. Parce que, D'accord, si tu veux, ça m'intriguait un petit peu. Que fin lycée, j'étais un peu paumé. Moi, j'ai fait un bac électronique. d'accord, oui. J'ai enchaîné avec une fac d'histoire, donc rien à voir. J'ai découvert l'histoire là-bas, je trouvais ça absolument passionnant. Mais je suis pas resté longtemps parce que j'ai rencontré ce fameux réalisateur et donc j'ai laissé l'histoire sur les bancs de la fac et je me suis concentré sur l'audiovisuel. Et c'est quand j'ai perdu mon job en 2014 que je me suis dit, bon, je vais me faire un petit projet perso, tu vois, histoire de m'occuper le temps de retrouver un boulot. Et donc c'est là que Trouver ce côté histoire, tu t'es dit, tiens, je me suis dit, il n'y a pas d'émission d'histoire. Moi, j'avais bien aimé l'histoire à la fac. Eh ben, on va faire une émission d'histoire, ça me permettra de me replonger dedans, d'apprendre des trucs, de le partager avec le public. Et en fait, si tu veux, ma passion de l'histoire, qui aujourd'hui est une vraie passion, elle s'est alimentée et renforcée avec Nota Bene, quoi. d'accord. Mais vu que je suis quelqu'un de très curieux de nature, Oui, j'aurais lancé une chaîne sur les avions, tu vois, ou oui, mais de l'automobile, toute ça façon, aurait été... la passion alimente la passion, et puis Exactement, ouais, voilà, ouais, ça devient dévorant des fois. ouais. Mais bon, ça a marché. Bah ouais, ça a marché, là, Bon, bah, ouais. ça, c'est déjà une bonne chose, au moins tu t'y es pas mis pour rien. Je vois que tu as eu d'ailleurs des partenariats avec quelques entreprises. Tu as travaillé avec Dassault Systèmes, si je dis pas de bêtises, sur le projet Léonard de Vinci. Ouais, Alors, qu'est-ce que Dassault vient faire avec Léonard de Vinci, justement? Qu'est-ce que ça a apporté sur le projet? ouais, alors déjà, il y a un truc important à souligner, c'est que Dassault Systèmes fait partie du groupe Dassault, Mhm. mais du coup, c'est pas Dassault Aviation qui fabrique les Ouais, avions. C'est différent. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que quand j'ai commencé à échanger avec Dassault Systèmes, le premier truc qu'ils me disent, c'est, vous savez, nous, on fait pas les avions. Et en fait, leur compte TikTok, je crois, d'accord, la description du compte TikTok, c'est, on fait pas des avions. d'accord. Parce que c'est vrai que les gens ont tendance à Oui, confondre. Et donc, Dassault Systèmes, c'est toute la partie logicielle, etc. Et s'ils avaient fait appel à moi sur Léonard de Vinci, c'est que alors, il y avait un film qui sortait à ce moment-là, un film d'animation sur la vie de Léonard de Vinci, et pour ce film, ils avaient dû recréer des inventions, des machines de Léonard de Vinci. Et il se trouve que Dassault Systèmes a lancé il y a quelques années maintenant, je ne sais plus exactement, un projet qui s'appelle c'est Open Codex. L'objectif, c'était de créer une communauté avec tous les volontaires possibles pour tenter de recréer en 3D toutes les machines de Léonard et en d'accord. fait de recréer son codex, quoi. Et donc il y a des gens du monde entier qui ont participé gratuitement avec les outils qui étaient mis à dispo par Dassault Systèmes et qui ont recréé tout ça en 3D avec bien évidemment des interprétations, puisque tous ces croquis de Léonard de Vinci, il y en a beaucoup qui sont incomplets en fait, où il y a une seule vue, et donc Il faut imaginer il la faut version imaginer le 3D mécanisme, voilà. d'un croquis qui a été fait il y a 500 ans, Et quoi. donc pour la même machine, parfois on avait 3, 4, 5 interprétations. Et ce qui s'est passé, c'est que il y avait les besoins de ce film, donc de créer des machines, et donc ils se sont servis de cet Open Codex de chez Dassault Systèmes pour aller chercher des modèles, les imprimer en 3D, et en fait c'est ces modèles-là qui ont servi de modèles ensuite pour les maquettes du film, D'accord. parce il fallait des modèles qui fonctionnent réellement avec tous les enrouages qui Et c'est ces fonctionnent, tout ça, maquettes quoi. qu'on retrouve au Clos Lucé aujourd'hui, à Amboise? Non, c'est pas Non? les mêmes, C'est pas je les mêmes? crois. Non, non, non. Mais Parce que j'y suis allé récemment et c'est vrai qu'il y a tout un tas de maquettes qui ont été reconstituées. ouais, il y Et a plein de trucs qui j'avais peuvent ça. repensé à cette vidéo que tu avais fait, je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas un hasard si elles sont là non plus. Ça faisait des années que j'y étais pas allé, il y avait des nouvelles choses. Bon, bah. Mais ils ont fait des trucs avec le Clos Lucé, hein, il me semble, hein, parce que ils avaient notamment fait des trucs en VR, je crois, qui se passent au Clos Lucé. Donc, Ouais, il y a beaucoup d'animations, il y a beaucoup de choses. Bon, si vous passez dans la région, hein, le Clos Lucé, c'est à Amboise. C'était
la maison où a fini sa vie Léonard de Vinci. Ouais. Donc une visite passionnante à faire, avec des jardins sublimes en plus. Ah bah c'est oui oui selon moi c'est un peu Léonard de Vinci Superstar, t'as l'impression un peu de rentrer dans l'antre d'Iron Man, tu Ouais, vois. c'est ça. Voilà, donc des fois voilà, faut quand même un peu les choses, mais le Clos Lucé c'est super beau, les jardins sont magnifiques et en plus je veux dire vraiment juste à côté Il y a le château t'as d'Amboise. le château d'Amboise Ouais, quoi. ouais. Et le château d'Amboise il est incroyable, des murailles, les plus grosses murailles Avec une vue sur la Loire qui est magnifique. ouais Donc c'est on fait un peu de publicité pour la région, hein, mais ah bah oui, oui, oui. c'est un peu l'orientation de ta chaîne. Tu me disais que tu voulais faire un peu, essayer de promouvoir un peu la région. Bah, sur les Pas différents l'orientation de ta chaîne, mais tu aimerais bien promouvoir un peu la ouais. région tourangelle. J'aimerais bien pousser un petit peu l'histoire de ma région aussi parce que bah, tu vois, ça fait plus de 12 ans maintenant que j'habite dans le coin. Moi, je suis vraiment tombé amoureux de la région et j'ai envie de faire découvrir aussi ce qu'il y a autour de chez moi, quoi. Donc, on essaye sur TikTok, Instagram, un peu partout, de créer des petits contenus comme ça pour donner quelques petites aperçus de la richesse tourangelle. Voilà. D'accord, ok. Ça c'est super sympa parce que c'est vrai que on a la chance d'avoir une région qui est très riche. On en parlait tout à l'heure en off, mais bon, il y a des milliers de choses à découvrir ici. Bon, on va arrêter un peu les digressions régionales, on va dire. Avec ton dernier projet, ton dernier livre que tu as fait sur les Vikings, tu as été amené à beaucoup voyager à l'étranger. Ouais. T'es quel genre de voyageur quand tu prends l'avion? T'es éco-responsable, on s'en fiche, je prends l'avion puis j'y vais, ou Ah bah, jet privé parce que je suis invité non, non, alors jet privé, j'ai pas eu. Non, non, j'ai jamais fait cette expérience-là. Éco-responsable, non. Clairement, j'ai un bilan carbone nul. Et ça, bon, c'est un truc, forcément, comme tout le monde, j'aimerais travailler dessus, mais il y a des impératifs. Donc, il y a forcément des voyages qu'on fait. On sait que, d'un point de vue bilan carbone, c'est pas cool. Typiquement, j'ai pu aller au Portugal. C'était l'été dernier. On était invité sur un des plus, c'était un des plus gros festivals médiévals d'Europe. Et le truc, c'est que le festoche court sur 10 jours, mais moi, on me propose ça un peu au dernier moment. C'était une opportunité, mais c'était en plein milieu de mes vacances. J'avais vraiment pas de temps, quoi. Et donc, je leur dis, bah, moi, je veux bien, mais j'ai le temps pour passer un jour sur place, quoi. Donc, si tu veux, je suis parti. Alors, heureusement, il y avait une correspondance depuis Tours parce qu'on a un Oui, on aéroport. a un aéroport. Voilà, Hein. digression encore. Et donc j'ai pris l'avion de Tours. Je suis allé là-bas. Donc je sais pas, j'ai dû prendre l'après-midi. Je suis arrivé là-bas fin de Oui, il y a journée. 1 heure et demie de vol pour aller à Porto. J'ai bossé toute la journée. On n'a pas dormi. Sous une pluie battante. Ouais, sous une pluie battante. Et ensuite, c'était 2-3 heures du mat, j'ai repris le taxi pour reprendre l'avion et je suis revenu. Donc, tu vois, en l'espace de 36 heures, j'ai fait l'aller-retour pour aller au sud de Porto. C'est pas ouf, Ouais, quoi. ouais. Mais bon, c'est les besoins du métier. Enfin, voilà, c'est un métier où on se déplace beaucoup aussi. Tu vois, là, avec ma voiture, j'ai acheté une nouvelle voiture l'année dernière, en septembre. Donc, ça fait un peu plus d'un an au moment où on tourne cette émission que j'ai la voiture. J'en suis à 35 000 bornes. Parce Oui, parce que que tu vadrouilles dans toute la France. je suis toujours en train de partir en tournage, tout ça et tout. Donc, je sais que mon bilan carbone, il est naze, quoi. Ouais, clairement, D'accord, ouais. ok. Alors pour rebondir là-dessus justement, on dit que souvent regarder le passé, c'est aussi préparer l'avenir. Comment tu l'imagines, toi, l'avenir de l'aviation? On parle aujourd'hui beaucoup d'avions électriques, d'avions à hydrogène, de nouveaux moteurs, etc. Est-ce que tu as une vision là-dessus? Comment tu l'imagines? Comment tu aimerais le voir ou bien? Bah, c'est des problématiques, moi, qui me touchent parce que j'entends à fond tous les discours autour de l'écologie. Je suis hypersensible parce qu'on voit ce qui se passe autour de nous et voilà. Et en même temps, j'adore l'aviation et j'ai pas envie que ça disparaisse. Tu vois, mais en même temps, personne n'a envie de faire des efforts pour réduire son impact au départ, tu vois. Mais il faut qu'on le fasse. Ouais. Donc, euh, quelles sont les bonnes solutions? J'en sais rien parce que il y a déjà tout un tas d'ingénieurs qui travaillent dessus. Ce qui est sûr, c'est que l'avion à hydrogène, de ce que moi j'en sais, même si je suis pas un expert, pour l'instant, on est loin d'y être. C'est-à-dire que c'est un rêve de l'industrie Ouais. ou une promesse. Il y a plein de gens qui travaillent dessus. Et j'espère vraiment qu'ils vont trouver des solutions, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc, pour moi, c'est vrai que quand on nous le vend comme l'avion du futur, il y a tellement de trucs qu'on nous vend comme le truc du futur et puis que ça capote. Tu vois, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. voilà, je préfère être vachement prudent là-dessus. Et tu vois, j'avais travaillé avec le GIFAS. Mhm.
justement sur l'histoire de l'aviation, et c'était la conclusion de l'épisode, où moi j'avais eu pas mal d'ingénieurs qui bossaient sur les sujets, qui avaient pu relire les épisodes et tout, et on avait discuté avec eux, et moi la conclusion de l'épisode, parce que forcément ils voulaient parler de cet avion à hydrogène, je leur ai dit, et ils étaient d'accord avec moi, je ne dirais pas que C'est l'avion à l'avenir. hydrogène c'est le futur, et Ouais. c'est ça qui va permettre à l'aviation, voilà. Non, pour moi c'était une piste Une piste d'exploration. d'exploration, il y a du taf, on sait que c'est un travail collectif avec des centaines, des milliers d'ingénieurs qui travaillent sur ces problématiques, et voilà, on espère que ça va porter ses fruits. Maintenant, il y a on le voit, là j'étais à la Cité de la Science la semaine dernière, j'y allais comme ça pour le plaisir, et ils ont exposé là le Solar, je sais plus comment il s'appelle. Solar Explorer, si je dis pas de bêtises. Ouais, tu vas faire l'avion énorme avec tous les panneaux solaires et tout. Je trouve que c'est des prouesses technologiques qui sont géniales aussi, tu vois. Alors après se pose encore De la question. l'appliquer sur un avion de ligne. Voilà, parce que là tu vois le truc, il est énorme et tu as une capacité de un passager, tu vois. Donc je dis bon, ok. Donc se pose aussi cette question-là. Je pense que l'avenir de l'aviation, en tout cas pour l'instant, ça passerait par effectivement une régulation de. Enfin, il faudrait que chacun d'entre nous, on prenne moins l'avion. Après, Est-ce que les gens sont prêts à se passer de leur loisir, de leur voyage, de choses comme ça? il y a ça, il y a le fait que moi, honnêtement, je suis plutôt mal placé pour tenir ce type de discours, parce que, clairement, avec le taf, j'explose. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Bah ouais, tu vois, donc c'est compliqué, et en même temps, c'est pas parce que tu le fais que tu peux pas avoir un discours, tu vois, dessus, donc c'est compliqué. Je sais pas comment on va faire C'est vrai que là, on là-dessus. parle de biocarburant, on parle d'avions électriques, d'avions hybrides même, électriques, biocarburant, etc., etc. Bon, je pense que, ouais, comme toi, je pense qu'il est urgent comme on dit, il est urgent d'attendre. Ouais, et puis tu vois, après, t'as une autre composante aussi, c'est quand tu dis aux gens, oui, alors prenez pas trop l'avion, machin et tout. Bon, ok, l'avion, ça reste un truc qui est relativement cher quand même. Donc tu t'adresses à une catégorie, si tu es socio-professionnelle, qui aurait les moyens de réfléchir aussi à des alternatives, tu Voilà. vois. Il y a plein de gens qui peuvent Après pas prendre l'avion. l'avion moins cher, quand on voit, moi je suis allé comme toi à Porto il y a quelques années, un aller-retour Tour-Porto, ça m'a coûté 100 euros, quoi. Ça Ouais, m'a c'est coûté vrai. C'est le vrai. prix d'un billet de train pour aller à Paris. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que tu quand prends, on a aussi ouais. cette politique tarifaire, c'est difficile de dire aux gens, ah, bah, l'avion, prenez pas l'avion, ça coûte moins cher d'aller en avion à Porto que d'aller en train à Paris. Ça, c'est vrai qu'il y a un enjeu, je pense, autour du ferroviaire, parce que aujourd'hui, c'est beaucoup trop cher. Et je vois, parce que je prends beaucoup le train aussi, pour des allers-retours à droite à gauche. Là, j'ai fait une journée de dédicace. Tu vois, j'ai eu 7 dates, j'en ai fait une en voiture pour des raisons pratiques, et tout le reste, c'était. Surtout qu'en plus, en France, on a la chance vraiment d'avoir un système de production électrique qui est ultra performant, et qui est bas carbone. Je veux dire, on fait Puis partie on a un des. réseau ferroviaire qui est quand même assez développé, quoi. En Ouais, France, je veux dire, on est bien on fait munis, quoi. partie des champions du monde, donc c'est quand même dommage d'avoir ces problèmes-là, quoi. C'est compliqué, hein, d'arriver à concilier à la fois l'économie, l'écologie, le pratique, enfin tout. C'est un petit On peut challenge, être pétri de quoi, bonnes intentions, mais après, il ouais. faut faire changer les mentalités. Et on ne fait pas changer les mentalités sur, Ah bah, sur 10 ans. non, c'est clair. Comme ça. Il va falloir 2 ou 3 générations, je pense, avant qu'on réalise un peu tout le changement qu'il va falloir faire autour du transport. Ouais. Bon, après, toi, tu habites en ville. Donc, je pense que tu fais beaucoup de déplacements aussi locaux, peut-être à pied, en vélo, en voiture, tu sais, ce genre de. Enfin, Ouais, alors en ville, j'utilise pas la voiture, ouais. sauf si vraiment, tu vois, il y a un truc, mais globalement, c'est. Alors, j'ai la chance d'habiter en centre-ville, donc je fais beaucoup de trucs à pied, et sinon, c'est le bus, quoi, parce qu'on a un réseau de bus qui est quand même pas mal, donc voilà, c'est vraiment D'accord, transport ça, en c'est commun bien. en ville. D'ailleurs, tu vois, avant, j'habitais à la campagne, et donc j'avais 2 bagnoles. Parce que il fallait que moi et ma femme on puisse se déplacer chacun indépendamment, sinon t'es mort, quoi. On arrive en ville, on a revendu les 2 bagnoles, on en a acheté une seule, quoi. Tu vois, D'accord. Ouais, parce que puis- ça n'a plus de Ça sens. n'a plus de sens. Ouais. Ça n'a plus de sens. Justement, on a vu que tu avais un lien avec l'aviation. Tout le monde n'a pas ce lien avec l'aviation. Tout le monde n'est pas né dans une famille qui travaille dans l'aviation. Par contre, on a tous un lien avec l'automobile. Ouais. Est-ce que toi, tu as une histoire là-dessus de quand tu étais jeune, un souvenir, une impression, un truc qui te rattache à ça ou pas du tout? C'est un truc pour toi, c'est un moyen, l'automobile. Alors moi dans ma vie de tous les jours, honnêtement, une bagnole c'est vraiment pour aller d'un point A à un point B, voilà, à la base. Mais plus je vieillis,
Je sais ce que tu vas dire et je vais m'y retrouver. Plus Donc, je m'embourgeoise et plus je commence à m'intéresser. Enfin, en fait, c'est surtout que je rencontre des passionnés comme toi qui m'en parlent. Et ça me fait le même effet que l'histoire. C'est-à-dire que bah, quand tu rencontres des passionnés qui te parlent de leur passion, bah, tu tombes aussi dedans, tu vois. Et je sais que j'ai une personne qui travaille pour moi dans l'équipe qui est passionnée de bagnole. Et alors, il se trouve que à chaque fois qu'on part en tournage, je sais pas, on est en train de développer une théorie, mais vraiment à chaque fois qu'on part ensemble en tournage, on croise des bagnoles incroyables. Et lui, il me dit, ah, mais c'est tel modèle, tel truc, il y en a eu 5 qui ont été faits dans le monde, tout ça et tout. Et c'est vrai que il a une passion contagieuse, quoi. T'as envie de le découvrir un peu. c'est comme tout, en fait. Ça reste un monument, enfin, ça reste une part de l'histoire, surtout que l'histoire automobile française est très Ah riche. ouais, On est parmi les pionniers aussi. ouais. Et c'est vrai que moi, je vais souvent sur des rassemblements et t'as toujours une voiture, tu dis, mais celle-là, je l'avais jamais vue avant. Et quand tu commences à creuser, que tu mets le doigt dans l'engrenage, c'est pareil, ça t'emmène. Et toi qui es passionné d'histoire, Ah bah ouais. forcément. euh, Mais puis, forcément, l'histoire de l'automobile, si tu vois, elle est corrélée à plein de choses, à de l'histoire économique, à de l'histoire sociale, à de l'histoire politique, tout ça, c'est passionnant, tu vois. Ouais, rien que les taxis de la Marne, déjà, on parle des taxis de la Marne, c'était le premier fait d'armes, on va dire, de l'automobile française. Ça a été, enfin, c'est quelque chose qu'on raconte dans les livres d'histoire, etc. C'est vraiment un événement automobile. Après, il y a eu toute l'histoire derrière, effectivement. Et donc ça, tu commences à mettre la main, enfin, le doigt dedans, c'est ça? Ouais, alors en tout cas, je sais que dans l'équipe, là, on avait bossé sur un script qui est toujours pas sorti d'ailleurs, mais sur des véhicules un peu insolites en tout cas. Donc on est à moitié sur de l'automobile, D'accord. mais c'est un truc qu'on abordera sur la chaîne à un moment, c'est sûr. Ouais, parce que c'est un sujet que tu n'as jamais traité, en fait. Tu as parlé un peu Pas d'aviation, beaucoup. tu as parlé d'histoire d'aviation, j'ai vu, tu as fait quelques sujets là-dessus. Mais tu sais, en réalité, ça fait 10 ans que Nota Bene existe, on en est à 600 ou 700 vidéos, je sais plus exactement. Pour moi, j'ai parlé de rien, hein. Tu regardes même l'histoire de France Oui, que j'aime beaucoup. on disait tout à l'heure, hein, rien que d'Entour, tu sors d'Entour, tu prends un bâtiment, tu pourrais faire un épisode avec Oui, chaque bâtiment ouais, non, de mais, la ville de Tours. voilà, donc il y a tellement de choses qu'on n'a pas traitées, tu vois, et là ça fait, alors c'est par période aussi, puis avec les opportunités des différents partenaires qui viennent pour accompagner l'émission aussi, qui débloquent des sujets qui peuvent être sympas, mais tu vois, depuis quelques années, on fait de l'histoire aussi industrielle, économique, là on a fait, tu vois, l'assainissement des villes, on a fait l'histoire des ponts, là on va faire l'histoire des tunnels. On est en train de. Tu as fait sur les barrages aussi, non, récemment? Le barrage Ouais. d'hydroélectrique, on a fait centrale nucléaire. Tu vois, il y a tellement de sujets, en fait. Et tu n'as On a jamais pas été fini. approché pour l'instant par des constructeurs qui Non, voulaient raconter l'histoire de leur marque? non, 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 tout ce qui est marque automobile, on n'a pas encore été approché. Peut-être que ça viendra, hein, je sais pas. Ouais, parce qu'il y a des Euh, choses à dire et c'est vrai que ah ouais. bah, il y a pas, enfin, on connaît beaucoup. Moi, je vois beaucoup de youtubeurs. Je regarde les vidéos des autres aussi. Il y a beaucoup qui parlent d'une voiture, enfin, d'un épisode, d'un fait marquant, machin. Mais j'ai vu personne encore ou très peu raconter l'histoire de toute une marque. Alors, il y avait Villebrequin à l'époque qui avait fait quelques histoires comme ça sur les marques, avec leur ton à eux, qui était très drôle d'ailleurs, mais qui était finalement très bien fait aussi, hein. C'était leur style à eux. Moi, j'ai essayé de faire quelques passages sur certains constructeurs aussi, mais c'est vrai que retracer l'histoire d'une marque, replacer ça dans l'histoire, voir les événements marquants de cette marque, etc. Parce que l'automobile française, il y a eu des rachats, des Ah bah trucs, des ouais, groupes, il y a eu ouais. des hauts, des bas, et ça a failli couler. Enfin, Peugeot, Citroën, ça a été. Quand on regarde ça, c'est Game of Thrones, quoi, en Ah fait, ouais, hein. c'est Donc, ça. bon, c'est vrai que ce serait intéressant. Bah, écoutez, restez à l'écoute, hein, de la chaîne, hein, on ne sait jamais. Ouais, ouais, bah. S'il y a des passionnés d'automobile qui ne connaissent pas encore Nota Bene, bah, abonnez-vous, ça viendra peut-être. S'il y a des PDG de grosses boîtes là qui regardent l'émission, contactez-moi, hein. Nota bene, comme on dit. Voilà. Mais tu vois, après, sinon, c'est vrai que les souvenirs bagnoles, moi, dans mon enfance, c'est surtout des souvenirs liés au voyage, en fait. Voilà, mais comme beaucoup de gens, tu vois, je pense les Avec voyages des parents avec en vacances. des parents en vacances, mon père qui conduit la nuit, tu vois, on charge les couettes, les oreillers à l'arrière, et t'es là. Pas de ceinture. Pas de ceinture. Non, pas de ceinture. Le gars, on habitait à Marseille, enfin, on était à Paris, après on a descendu à Marseille, au niveau de la région, et je me souviens de trucs où on a un pote qui était venu passer Noël à Marseille, il part, 5 heures après, il nous appelle, il fait c'est bon, je suis arrivé. Ah, t'es arrivé à Paris? Oui, oui. Et tu te dis, oh putain, Il n'a pas roulé aux limites. ouais, tu te dis, c'était vraiment une autre époque, quoi. Genre vraiment où.
J'ai connu ça aussi, les voyages de nuit. Moi, j'adorais m'arrêter dans les stations-service la nuit. Je sais pas pourquoi j'ai cette image quand j'étais gamin. Les stations-service la nuit, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui des trucs liminaires. Les gens, Ouais. il y a beaucoup de vidéos maintenant là-dessus. Les stations de nuit, tout éteint, les gens, tout est. C'est une autre. La nuit, c'est un autre monde en fait. Mais ça, c'est une partie de ma vie aujourd'hui. C'est C'est-à-dire que moi, vu que je suis tout le temps sur les routes, Ouais. je m'arrête. Enfin, il y a beaucoup d'aires d'autoroute que je connais très bien. Et donc, les arrêts la nuit, ouais, c'est un truc qui m'arrive Si très on n'a pas régulièrement. un problème, vu que c'est mon métier maintenant, tu n'hésites pas à m'appeler. Hein. On a vu tout à l'heure, tu m'as dit que tu roulais énormément, du coup, que tu as changé de voiture. Ouais. On va adapter la phrase un petit peu en disant dis-moi dans quoi tu roules, je te dirai qui tu es. Alors, tu as quoi comme voiture aujourd'hui? Parce que tu es père de famille aussi. Ouais. Donc, J'ai investi dans une hybride. d'accord. Voilà. Et c'est une Hyundai, une Santa Fe de D'accord. 2023. Donc, un monospace familial, mais un peu éco-responsable quand même. Quoi. Monospace, SUV, ouais, c'est. Mais alors en fait, moi j'ai eu ce gros problème, c'est que je suis père de famille nombreuse. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais prendre comme bagnole? Et tu vois, je me suis dit, au début, je cherchais un truc genre l'espace, tu sais, les Renault, les gros trucs, en me disant, bon, il me faut de l'espace pour. Et en fait, il n'y en a plus. Et les On n'a seuls. que du SUV maintenant. Maintenant, c'est que du SUV. Je voulais du hybride, mais vu que j'habite en ville et que j'ai pas forcément de place de parking avec une prise, ou voilà, je me suis dit, bon, il me faut pas un truc rechargeable. Rechargeable. Il faut que ça soit, voilà. Et donc, très rapidement, le choix s'est resserré. Et honnêtement, justement, sur les marques françaises, j'ai trouvé qu'on n'est pas encore très fort sur l'hybride, clairement. Faut taper dans le coréen. Et là, les deux marques qui ressortaient un petit peu, c'était Hyundai et Toyota, en fait. Ouais. Et donc, moi, ce qui me correspondait le mieux, là, c'était Hyundai, parce qu'en fait, elle peut basculer en 7 places. Et ça, dès que tu veux taper dans le 7 places, ça commence à devenir très compliqué. Et donc, le choix était hyper restreint, en fait. Ouais, il faut emmener les copains des enfants. Bah non, mais c'est ça, le moindre truc. Je veux dire, moi, ma maman, par exemple, elle n'a pas le permis. Donc je me suis dit, bon, bah, si elle vient un week-end, ou voilà, et qu'on veut sortir quelque part, et bah, en fait, j'ai pas le choix, quoi. Ouais, on va pas prendre un taxi en plus. Bah, c'est ça. Donc, bon. J'ai fait ce choix-là. Et alors, je suis très content parce qu'en plus, la bagnole, elle est super, quoi, clairement. Mais c'est vrai que bah, ça fait grosse voiture, quoi. Tu vois, C'est pas facile à garer en ville, parce que là où tu habites, les rues sont pas forcément très larges non plus. Ouais, ça va, j'ai encore de la chance, mais tu vois, c'est pas. Quand je suis au volant de la caisse, on parlait tout à l'heure de l'écologie, tout ça et tout, Ouais. même si il y a, tu vois, l'effort d'avoir pris je suis pas en paix avec moi-même. Mais t'es passé de deux voitures à une voiture, finalement. Oui. Faut le voir comme ça. Oui, Faut oui, dire, bon, mais tu vois, c'est sûr que de l'hybride comme ça, alors c'est bien qu'il y ait ces considérations écologiques là et tout, ça reste une grosse caisse. Qui dit hybride dit que bah, du coup c'est plus lourd aussi, c'est un véhicule qui fait 2 tonnes, ouais. tu vois, donc forcément ce que tu essayes de grappiller sur la consommation d'essence, bah, vu que ça pèse plus lourd, bon, bah là tu vois, clairement je roule énormément avec, et je suis entre 7 et 8 litres au 100. Ouais, pour un Donc hybride. ça reste raisonnable pour le gabarit, si tu veux, de la bagnole. Mais il peut mieux faire. Mais elle peut mieux faire, Ouais. oui, évidemment. Clairement. Évidemment. Clairement. Mais ça, Et puis, je veux dire, c'est c'est quand même un investissement, tu vois. C'est-à-dire que on peut se dire qu'il y a eu des incitations gouvernementales ou autres pour passer sur de l'électrique ou du machin ou du voilà. Mais enfin, soyons réalistes, une bagnole, ça coûte hyper cher. C'est hyper cher. Donc, tout le monde ne peut pas se payer une hybride ou une bagnole électrique comme ça. C'est très compliqué. D'ailleurs, si un jour tu devais avoir une voiture idéale, on va dire, la voiture qui te fera envie, admettons, t'as pas de contraintes, t'as rien, t'as les moyens, tirer vers quoi? Vers de l'hypercar, vers de l'ancienne, justement. Qu'est-ce qui te fait rêver comme voiture, en fait? Moi, bah après, moi j'aime bien les trucs confort. Je suis vraiment un papa. Hein, c'est vraiment. Tu vois, là, la Hyundai, elle me convient. Pour moi, c'est une voiture de rêve déjà, tu vois. D'accord. C'est-à-dire que vraiment, dedans, je suis bien. Il y a une option siège chauffant, s'il te plaît. Donc, tu vois, vraiment, c'est le top déjà. Après, pour le plaisir, on va conduire des vieilles bagnoles. Si tu veux, j'en ai jamais conduit, mais j'imagine le kiff que ça doit être. Après.
j'ai pas, j'ai pas encore la passion de la voiture au point de me dire, tiens, quel kiff ça serait de conduire telle ou telle voiture. Tu vois. J'ai pas ça. En fait, mais comme dans le choix de la voiture, de la Hyundai, j'ai pas eu de. Il n'y avait pas de critères, par exemple, esthétiques. Tu vois. Je m'en foutais un peu, quoi. La bagnole aurait été Le un. côté design automobile, c'est pas quelque chose qui te... Alors, moi, c'est les trucs qui me touchent, mais dans Ouais, mon choix d'achat, non. c'est pas un critère. C'est-à-dire que, tu vois, ça aurait pu être une Kangoo ou Ouais. Toi, c'est un c'est le côté multiplat. pratique Voilà. qui... Moi, Voilà, c'était le côté pratique et tout. Et là, en l'occurrence, j'avais pris de l'hybride aussi rechargeable, donc avec un. Parce que. Et je voulais pas tout électrique. Parce que, vu que je conduis beaucoup, je voulais pouvoir avoir une autonomie qui me permette de faire 800 bandes d'un coup, parce que bah, il est pas rare que je fasse Tours, Lyon, tu vois, ou plus loin, d'une traite. Donc, je voulais pas me dire, merde, il faut que j'attende 3 quarts d'heure pour recharger ma bagnole sur l'aire d'autoroute, ou voilà. Euh, Même si sur les aires d'autoroute, aujourd'hui, il y a de plus il en y a de plus plus de en plus de bornes. bornes. Ouais. Donc ça c'est chouette, mais vu qu'il y a de plus en plus de gens qui ont aussi de l'électrique, bah, moi ça m'arrive des fois Des fois, il faut faire quand... la queue. Bah ouais, il faut faire la queue des fois. Donc bon, j'avais pas envie de me retrouver dans ces circuits-là. Après, j'ai jamais été attiré par les voitures de sport. D'accord. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'a jamais, jamais trop attiré. Donc ce serait plus des bagnoles un peu chill, un peu voilà, tu vois, enfin des vieilles 4L, moi je trouve ça a tout son charme, tu vois. J'en ai Euh, essayé une. Alors, c'est pas une 4L, c'est une Renault 3. C'est-à-dire, c'était le modèle de base de la R4 qui faisait 4 chevaux. C'est la R3. Ils en ont fait très peu. Et je l'ai essayé donc, il y a 3 semaines, un mois. J'ai fait l'essai sur ma chaîne. C'est le truc. Ouais, c'est la boîte de conserve sur 4 roues avec juste un moteur, des freins. Et puis, on est à l'abri de. C'est un parapluie sur roue, en fait. Hein, c'est ça. Mais ça a un charme monstrueux, quoi, en fait, de se balader là-dedans. Tu sais qu'il faudrait que tu ailles voir pour une prochaine émission peut-être. Dis-moi. Parce qu'en plus il habite pas très loin, c'est le camarade Vous avez le droit. J'attends qu'il me trouve un créneau. Parce que lui il est... Je l'ai contacté, il a sa MGB, on devait faire quelque Ouais, chose au voilà. printemps dernier. Il est overbooké, machin, on échange déjà, on en parle. Mais parce que Mais j'ai été chez lui et du coup, voilà, il m'a montré sa bagnole, dont il est très fier. Et enfin, ça a énormément de charme, tu vois. ah oui, 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 Ce de genre toute de façon, truc-là, moi, ouais, j'adore. tout à fait. Mais justement, je l'avais contacté aussi. Et donc, je te dis, il a du mal à caler entre les cours, bah, comme il est toujours professeur, sa chaîne. Il a eu aussi un petit coup, il m'a dit un petit coup de mou. Bon, ça peut se comprendre aussi. Donc, bon, pour l'instant, il m'a dit, je te recontacte dès qu'on peut faire ça. Sortir une vieille voiture en hiver, c'est pas non plus l'idéal. Ouais, ouais. Là, il y a 15 jours, j'ai fait l'essai d'une Renault Caravelle, c'est un cabriolet des années 60 là. Il faisait le même temps qu'aujourd'hui. Bon, en cabriolet c'était sympa, mais je peux dire qu'à la fin on avait un petit peu froid à la tête avec mon fils qui me sert de cadreur. Mais bon, c'est des voitures plaisir, c'est des voitures charme quoi, tu vois. Et alors moi je vais te proposer autre chose. Le garage avec lequel je travaille, le restaurateur automobile avec lequel je travaille en ce moment là, qui est au nord de Tours, a à sa disposition une Hispano Souza de 1933. Hispano Souza, à l'époque, c'était l'équivalent de Bugatti, Bentley, Rolls-Royce, etc. On devrait faire un essai sur la chaîne. Si ça t'intéresse, de venir voir, ça c'est un monument de l'automobile, hein. C'est quelque chose qui fait 2 tonnes, 6 mètres de long. À l'intérieur, c'est un salon roulant. Et elle est entièrement d'époque dans son jus. C'est-à-dire les cuirs sont d'époque, les boiseries sont d'époque, la peinture qui s'écaille, la peinture fait presque 2 mm d'épaisseur. Enfin, on l'a mise en route il n'y a pas longtemps. C'est un 6 cylindres de 5 litres, si je ne dis pas dedans. Enfin, voilà, c'est un monument automobile. Donc, si un jour tu veux venir, le jour où je fais l'essai de cette voiture, si je suis ça dispo, t'intéresse, tu si me tu es dis, et dispo, puis, ouais. on n'est pas loin, de toute façon, on peut essayer de caler ça. Mais ça me ferait plaisir de te faire découvrir ça. Ça te permettrait peut-être de te donner l'idée pour des sujets. À côté, il y a aussi une Bugatti de 1936, pareil, qui est un autre monument roulant. Écoute, avec plaisir. Donc, bah, écoute, ce serait super sympa qu'on puisse projeter. On peut le teaser vite fait. On a peut-être un petit projet au printemps, on n'en dit pas plus, qui sera aéro, Qui si sera... ça se fait. Ouais, bon, il y a pas de raison que ça se fasse pas, mais oui, on peut teaser un petit peu. En fait, c'est-à-dire que, bon,
c'est grâce à toi aussi, hein, surtout. C'est-à-dire que toi, tu m'as envoyé un petit mail en disant Salut, voilà, je sais pas si tu es au courant, mais il y a un aérodrome pas loin, il retape des avions de la Première Guerre, et puis surtout, il fabrique aussi des répliques. Moi, ça m'intéresse de ouf. Donc, effectivement, on va essayer de faire un petit reportage là-bas pour voir comment ces gars-là travaillent. Restaure Voilà. les avions, il y a des belles pièces. Il y a des très très belles pièces. Et ce qui est super intéressant, c'est à la fois ce mélange de techniques et d'histoire, de patrimoine en fait. Ouais, parce qu'ils recherchent aussi des archives, des plans de construction, etc. pour retrouver les techniques. Moi, il me parlait, le restaurateur d'avion, il me disait, on ne sait pas pourquoi, sur toutes les membrures de l'avion, ils ont mis du tissu autour. Il me dit, on n'a aucune trace de ça, pourquoi ils ont fait ça? Il dit, ça n'apporte rien. Il dit mais voilà, c'est ce côté, moi j'ai fait un peu d'archéologie, c'est ce côté, aller creuser pour essayer de trouver le pourquoi du comment, et retrouver le geste aussi, parce qu'on retrouve sur certaines membrures, sur certains plaquages, des marquages d'époque avec des relevés, il y a certains signes presque cabalistiques aujourd'hui, parce qu'on n'a plus les codes pour savoir ce que ça veut dire. Enfin, moi, c'est ce côté-là que j'adore, ce côté archéologique, autant que le côté aviation, quoi. Ouais, et puis là, le côté Première Guerre mondiale, en plus, tu vois, bon, là, ça coche en plus la case de la Touraine qu'on évoquait tout à l'heure, où j'avais envie de pousser un peu des trucs d'un point de vue local. Et puis, ça fait écho à un de mes autres souvenirs d'aviation de quand j'étais gamin. J'ai un souvenir très précis, très net, d'une sortie scolaire que j'avais fait en primaire. Alors, je sais pas quel âge, je devais peut-être avoir 7 ou 8 ans. Et on avait été faire un tour à la Ferté-Alais. Ah, meilleur meeting aérien d'Europe. Et en fait, là-bas, donc on avait toutes ces répliques, voire des avions originaux du début du XXe siècle. Et j'avais été à la fois émerveillé, choqué, surpris par un avion de la Première Guerre mondiale. Alors je ne sais plus exactement ce que c'était, mais à côté, il disait, bah voilà, cet avion-là, qu'est-ce qu'on avait comme arme dedans pour balancer sur les gars. Et puis il y avait plein de modèles de fléchettes lestées, en fait, que les aviateurs emportaient avec eux. Ils avaient à leurs pieds comme ça, voilà. Et puis en fait, ils balançaient ça par-dessus l'avion. Ça tombait, vu que c'était lesté, t'avais des pointes comme ça qui traversaient les casques et tout. Et c'était ultra barbare, quoi, tu vois. Et je me disais, mais les gars espéraient vraiment pouvoir toucher des types, tu vois, en passant comme ça. Tu te dis, c'est totalement archaïque. Et en fait, ça m'a laissé un souvenir incroyable. Et quand tu m'en as parlé et tout, tu vois, tout de suite j'ai repensé à ça. Et ça m'a replongé dans des souvenirs. C'est toucher l'histoire en fait. Quand tu arrives sur ces objets-là, la Ferté-Alais, c'est un des meilleurs meetings du monde. Il est mondialement connu. C'est vrai que tu retrouves des répliques. T'as toujours un corsaire là-bas. Quand tu vois démarrer l'avion des têtes brûlées, t'as dû regarder les têtes brûlées. Quand tu vois ça qui démarre comme ça, il faut le vivre parce que ça te fait trembler les tripes en même temps. Il y a une odeur, il y a un bruit. C'est tout un ensemble en fait. C'est quelque chose qu'on peut pas voir sur une vidéo en fait. Il faut le voir en vrai parce que rien que l'avion en lui-même c'est un monstre. Quoi. Et il y a le B-17 et aussi le Pink Lady qui est là-bas. Voilà. Allez à la Ferté-Alais, c'est le meilleur meeting que vous verrez jamais. Ouais. Dernièrement, j'ai été surpris. J'étais faire un tournage à Caen et je suis passé au mémorial de Caen. T'as déjà été? Pas encore, mais je sais de quoi tu vas me parler. Ah ouais, parce qu'il y a un avion. Tu vas me parler du Typhoon qui est à l'intérieur. Ouais, mais c'est incroyable. C'est un monstre, et puis surtout, c'est très inattendu. C'est-à-dire que t'es là, tu te balades un petit peu dans le mémorial, et puis à un moment donné, tu as un escalier, et là, en plein milieu du bâtiment, vraiment, t'as cet énorme avion. Sous la coupole, ouais. Et donc, effectivement, bon, ils ont construit le bâtiment autour, en fait, parce que c'est impossible de le foutre là-dedans. Et c'est très surprenant. On se rend pas compte, on a toujours l'impression des avions de la Deuxième Guerre mondiale, c'est des petits avions, mais en fait, non, il y avait ça faisait quasiment la taille. Ça fait la même taille qu'un Mirage 2000 ou qu'un Rafale d'aujourd'hui, mais c'est juste fait différemment, mais c'était largement aussi gros, quoi. Donc, c'est vrai que c'est toujours impressionnant. Moi, j'adore être au contact des avions, justement, parce que c'est justement toucher l'histoire. Pour moi, c'est la rendre concrète, en fait. Ouais. Donc, écoute, on vous en a dit plus que ce que je croyais. En tout cas, on espère vous retrouver au printemps là-dessus, parce que ça va être un beau projet, je pense. Ouais, ça va être un super projet. Alors, on tourne ça au printemps, en principe. Donc après, je ne sais pas quand est-ce que ça va être diffusé. Courant 2025. Voilà. Soyons vagues. Voilà. Un beau projet. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je voulais finir aujourd'hui avec un petit quiz, juste pour histoire de se détendre à la fin. Alors, tu vas me dire automobile, avion ou les deux?
D'accord? Alors, je te dis un nom. Spitfire, Avion. les deux. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas. T'en as sûrement vu plein, des Triumph Spitfire. D'accord. Alors je mettrai des images, je rajouterai les images sur la vidéo. Hein. Mais oui, c'est les deux. Triumph Spitfire et puis le Spitfire, forcément, la bataille d'Angleterre, ça, tu pouvais pas ne pas connaître. Ouais. Hein, d'accord. Rafale, Bah, avion. les deux. Ok, d'accord. Alors le Rafale, c'était un premier avion dans les années... C'est un avion de course, en fait, au départ, dans les années 30. C'était le Caudron Rafale, Caudron Renault Rafale. Donc le constructeur, c'était Caudron, le motoriste, c'était Renault. Donc ils avaient donné ce nom de Rafale, qui a été repris par Dassault pour l'avion. Et puis là, Renault vient de ressortir la Renault Rafale, qui est leur dernier modèle. Donc il y a eu une petite guéguerre avec Dassault, Renault pour le nom, etc. Bon, ils ont trouvé un accord apparemment à l'amiable pour le partage du nom, mais aujourd'hui, à l'origine, c'était un avion de Renault, enfin Caudron Renault qui a été repris par Dassault, puis repris pour une voiture aujourd'hui par Renault. Tu vois, ils sont revenus, ils ont repris un peu leur possession. Si je te parle d'Astrovet. Ah, Ah. Je vais dire bagnole. Ouais, bagnole. Ouais. L'Astrovet, en fait, c'était un prototype à base de Corvette, en fait. D'accord? Des années 60, pour moi, c'était le meilleur âge. C'est ce qu'on appelait le Space Age. C'est à l'époque des États-Unis, ils faisaient des voitures complètement folles, Ouais. en forme de vaisseaux spatiaux, machin. Enfin, des trucs Ça, j'aime bien. des délires, mais complètement. Et donc, l'Astrovet, c'était un prototype comme ça. Et c'était aussi le nom qu'on a donné aux voitures des astronautes américains. Puisqu'ils avaient un partenariat avec un vendeur de Corvette et qui leur offrait pour $1 symbolique le droit de rouler dans une voiture. Et au bout de ces 1 an, ils avaient le choix entre racheter la voiture, la rendre, ou en reprendre une nouvelle pour $1. Ouais. Tu fais quoi dans ces cas-là? Je reprends une pour Voilà. $1. Il y en a eu quelques-uns, j'en ai fait un épisode sur la chaîne, hein, qui avaient eu droit à leur voiture personnalisée. Donc des équipages d'Apollo ont eu droit à leur voiture personnalisée pour leur mission Apollo. Trop bien. Donc je te laisserai découvrir ça si ça. Il y a toute une histoire là-dessus aussi. Si vous aimez d'ailleurs tout ce qui concerne l'aérospatial, tout ça, n'hésitez pas à aller voir la chaîne Stardust. Ouais, bien. tout à fait. À voir. Si je te parle de Nucléon. Je dirais automobile aussi. Automobile. Ouais. Et il y a un indice dans le nom. Ça, à ton avis, ça marchait à quoi ça? Si tu veux, ça m'évoque du retour vers le futur. Nucléon. Tu vois, Ouais, c'était un prototype de voiture à moteur nucléaire. Ouais, Avec une mini centrale nucléaire, ils espéraient faire des voitures qui pouvaient rouler 25-30 000 km sans recharger. D'accord. Non, ça s'est jamais fait. Hein. Ouais, j'imagine. Ouais. Trop difficile à miniaturiser, et surtout trop dangereux en cas de choc. Ouais. Mais c'était une voiture électrique. Hein. Valkyrie. Bah, ça m'évoque plutôt l'aviation. Mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait de la bagnole aussi. Ouais, il y a les deux. Ouais. Il y avait un prototype de bombardier américain, le XB-70 Valkyrie, qui ressemble à un vaisseau spatial. Vraiment un vaisseau spatial, quoi. Et puis dernièrement, le nom a été repris par Aston Martin pour leur dernier modèle électrique. Donc Aston Martin Valkyrie, une voiture magnifique. Bon, tu me dis que les voitures de sport, le design, ça c'est pas ce qui me touche le plus, mais c'est un très bel objet. Hein, Après, je sais reconnaître des trucs et tout. En fait, moi j'aime pas. Il y a des bagnoles de sport, si tu veux, qui peuvent me toucher. Après, tu vois, vu que j'y connais rien en bagnole, je te dis bagnole de sport. J'englobe tout un tas de trucs qui, pour toi, rentrent dans des cases totalement différentes, tu vois. Mais des trucs, tu vois, typiquement Lamborghini ou machin, tu vois. Alors, je vais te citer un nom, parce que j'ai fait Gran Turismo, tu vois. Les Lamborghini Countach, là, machin et tout, tu vois, ce genre de trucs, là, j'aime pas, en fait. D'accord. Ça, c'est pas trop mon truc, ouais. Chacun son truc, hein, il en faut pour tout le monde. Tiens, on va parler Cyclone. Je dirais bagnole. Bagnole, ouais. C'est Cadillac qui avait sorti un prototype, pareil, ça ressemble à une fusée avec des pointes à l'avant, des ailerons à l'arrière, un tableau de bord du futur de l'époque, mais c'était génial. Allez, on en fait quelques-uns derniers. Mosquito. Bah, plutôt avion. Avion, ouais. Un monument, enfin, un des meilleurs chasseurs de la Deuxième Guerre mondiale, chasseur bombardier. Lightning. Avion. Avion, ouais. Alors, il y en a eu plusieurs, en fait, des Lightning, il y en a eu 3. Et le P-38, Lightning, le chasseur bipoutre à l'arrière, là, l'avion de Saint-Exupéry, typiquement, qui a été repris le nom par des Anglais avec les Anglais sont géniaux au niveau aviation, ils font toujours à l'inverse des autres. C'est un avion biréacteur, mais au lieu de mettre les biréacteurs l'un à côté de l'autre, ils étaient l'un au-dessus de l'autre. Pourquoi? Je ne sais pas. Et puis ça a été repris dernièrement avec les Américains, avec le F-35, leur dernier chasseur bombardier, le dernier Lightning. Et là où je suis content quand même, c'est que je me dis que, tu vois, j'angoissais un petit peu de ton quiz, et je m'aperçois qu'il y a quand même pas mal de noms familiers, tu vois, ou même en fait quand t'es pas passionné ou expert d'aviation ou d'automobile,
et ben il y a quand même des trucs Ça fait partie dans de la la culture culture pop, populaire, voilà, c'est ça. qui sont là en Il y a fait. des choses qu'on Ouais, entend, que tout le monde entend, même si tu sais pas de quoi ça parle exactement, ouais. c'est dans l'univers qui nous entoure. Voilà. Et dernier, facile, Aéroauto. Eh ben les deux, C'est les deux, et les deux en même temps. C'était une voiture volante, l'Aéroauto. C'était d'accord. une voiture volante construite par un inventeur italien qui a eu l'idée de mettre une voiture avec des ailes pliables à l'arrière. Il en a fait plusieurs prototypes dans les années 50. Ça n'a jamais marché. Il y a des vidéos qui traînent. Moi, c'était le nom de ma chaîne vient même pas de là. En fait, c'est un hasard. J'ai découvert ça après. Moi, c'était vraiment le jeu de mots aéro et puis Ouais, auto. auto. Et en fait, je me suis aperçu qu'aéroauto, l'aéroauto a vraiment existé, donc dans les années 50. Bon, ça n'a jamais marché, mais c'est les deux en même temps. Et des voitures volantes, bah, il y en a eu d'autres. Il y en a plein qui veulent encore en faire aujourd'hui. Bon, j'ai fait une vidéo là-dessus pour dire, moi, la voiture volante, pour moi, ça n'a aucun sens. Là, on l'a vu avec les JO, toute cette polémique autour des Des taxis taxis volants, tout volants, ça. Bon, ce que je dis, justement, en plus, là, on parle d'écologie et tout. ouais. Honnêtement, non, Alors, quoi. les taxis volants, c'était électrique, bon, encore, mais Ouais, ça faisait que des petits trajets. Une voiture volante pour partir en vacances, enfin, c'est ou des mauvais avions ou des mauvaises voitures, ou les deux. Enfin, souvent, c'est les deux en même temps. À part des jouets pour gosses de riches, enfin, je vois pas l'intérêt de ce genre de voitures qui valent une blinde, qui sont enfin, des gouffres à carburant. Et en off, tout à l'heure, on parlait des embouteillages à Paris. Moi, chaque fois que je vais sur Paris, alors je dis pas que les Parisiens conduisent moins bien qu'ailleurs, parce qu'en Touraine, on a nos champions aussi, Ouais. tu vois. Mais quand je vois à quel point le code de la route est maltraité quand je suis sur la route, et quand même quand je suis sur les grands trajets d'autoroute, tu vois, on va tout droit, et les gars, ils arrivent à trouver le moyen de ne pas respecter le code de la route, je me dis, sur de la voiture volante, Ah ouais, non, mais là. t'imagines le bordel, Parce quoi. qu'en route, t'as un accident, tu t'arrêtes sur le bord de la route, mais Ah quand bah c'est en là, l'air, il faut que ça retombe à un moment, tout ouais, ce qui c'est monte ça. doit redescendre, donc ouais, moi j'ai été... non, je comprends pas ce délire de voiture volante. Il y a de plus en plus de gens qui lancent des projets comme ça, des trucs... je sais pas quel est le but de ce genre de choses, à part d'essayer de faire de l'argent ou faire du buzz autour de soi, mais... Moi, je pense qu'il y a ça, et tu sais, il y a peut-être cette espèce de rêve aussi qui est alimenté bah, justement par toute une pop culture, tu vois, par des œuvres qui nous ont nourris quand on était gamin. Je pense que c'est aussi pour ça aujourd'hui que tu as tout un tas de gens qui fantasment un peu sur euh, bah, tu vois, les projets d'Elon Musk, par exemple, où tu as des trucs qui sont totalement débiles, tu vois, mais vu que ça fait un peu rétro-futuriste, ça fait appel à des... Ouais, Tu vois, alors en que fait, la c'est... voiture volante, ça fait 100 ans Ouais, que ça existe, en fait. Toutes les générations ont eu leur voiture volante, et finalement, on s'aperçoit que c'est toujours resté ouais, ouais. un délire d'ingénieur, je trouve. Après, ouais, on dit aux gens, ouais, bah, c'est bien, vous êtes coincé dans l'embouteillage, votre voiture elle décolle, vous sortez dans l'embouteillage. Non. Non, tu vas faire quoi après avec ta voiture une fois que tu es en l'air? Faut un brevet. Enfin, il y a des règles. Les gens imaginent que dans le ciel, on est libre, on fait ce qu'on veut, mais en fait, non, il y a un Bah non, code il y a un code de la route des airs, on va dire. On peut pas voler n'importe comment, n'importe où, au-dessus des habitations, machin. Enfin, prendre la voiture pour voler chez soi, non, il n'y a pas de priorité à droite dans l'air. Ça marche pas comme ça, il n'y a pas de feu rouge. non, et puis oui, t'as des réflexes, t'as une attitude, enfin, tu vois, je veux dire, quand t'as une avarie en bagnole, déjà, quand tu crèves un pneu, ça peut être hyper impressionnant. Déjà, faut garder son sang-froid. Mais alors, quand t'es dans un avion et que le truc tombe en rade, le sang-froid, il doit passer à un autre Un autre niveau niveau, ouais. pour que ça se passe bien, tu vois. Quand on voit le Euh, degré de formation des pilotes, Bah ouais, enfin, ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir. Donc, bon. Quand on voit l'expérience qu'il faut, puis on perd vite l'habitude. Enfin, moi, je vois rien que enfin, une autre expérience, mais en moto, en voiture, on a toujours l'impression d'être protégé. Moi qui suis aussi motard, des fois, quand on roule pas beaucoup l'hiver, quand on retourne au printemps, faut reprendre les réflexes. Alors, voler, c'est encore pire, parce que quand on perd l'habitude de voler, mais c'est encore d'autres repères qu'il faut reprendre, c'est vraiment encore plus compliqué. Donc, bon, la voiture volante, ceux qui y croient, bah, bienvenue, allez-y, donnez vos arguments, mais bon, pour moi, Non, mais c'est un truc de doux rêveur, quoi. ouais, et puis peut-être que dans 60 ans, 70 ans, voilà, ça sera là. On Mais verra qu'on aura tort, mais on sera voilà, mort. voilà, on sera sans doute mort. Bon, voilà. Bon, bah écoute, Benjamin, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Je te remercie beaucoup de m'avoir accueilli encore aujourd'hui, Avec plaisir. d'avoir été mon premier invité. J'espère qu'il y en aura d'autres sur la chaîne, hein. Si vous voulez voir certains de vos youtubeurs préférés sur la chaîne, dites-moi dans les commentaires qui vous aimeriez voir interviewer, on va dire. J'aurai peut-être pas la chance d'être à chaque fois en côte à côte comme aujourd'hui, ça pourra se faire en ligne. En tout cas, écoutez, moi je vous dis, comme d'habitude, à bientôt pour parler encore et toujours auto
et aéro. Salut! Salut Benjamin. Allez, tchuss.